Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix du Djibouti. Ce soir, dans notre émission Aide du continent, nous allons vous parler de la République centrafricaine. Et pour nous parler de la République centrafricaine, nous avons invité le président du comité d'action pour la conquête de la démocratie en Centrafrique, M. Bassema Ondiago. Bonsoir, Bassema. Bonsoir, Mahmoud. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci de m'avoir invité et de m'accueillir ici dans votre studio. Merci, Bassema. Nous allons essayer de répondre à la question que beaucoup de médias occidentaux et peut-être même africains se posent. La République centrafricaine serait-elle la première base russe en Afrique? Mais avant de répondre à cette question, Bassema, nous allons répartir un petit peu sur la situation sécuritaire qui a débuté presque depuis son indépendance. On va dire la République centrafricaine faisait l'objet d'instabilité chronique. Il y avait des coups d'État sur coups d'État. Alors aujourd'hui, la première question serait: quelle est la situation sécuritaire et politique en République centrafricaine? Là, je te remercie, mon cher Mahmoud. Un pays, la République centrafricaine, lorsque vous sortez de plusieurs décennies d'instabilité, d'agression permanente de la part de puissances étrangères hostiles à un peuple, c'est extrêmement difficile de retrouver la sérénité, de rétablir la sécurité sur un ensemble d'un territoire de 623 000 km², totalement enclavé, qui a des pays voisins, frontaliers, sur le territoire desquels il y a une guerre permanente. C'est le cas au Tchad, au Soudan, pays voisins, dont des éléments traversent des frontières indistinctement. Et ce pays, la République centrafricaine, depuis 1960, date de l'indépendance virtuelle. Pourquoi vous dites virtuelle? Parce que ce n'est pas une indépendance réelle, dans la mesure où le peuple centrafricain, depuis cette période-là, n'a pas le pouvoir de désigner librement ses dirigeants. D'où la succession de ces renversements sanglants, qu'on appelle coup d'État. Puisque, dès les années 60, le général de Gaulle, avec son homme de main, Focard, trouvait un malin plaisir à faire et défaire les dirigeants de ce pays, et aucune initiative n'est prise pour poser les bases d'un véritable État sur notre territoire, permettant ainsi à notre peuple de jouir de la paix dont bénéficient les autres peuples à travers le monde. Donc, vous comprendrez que dans ces contextes, aujourd'hui nous sommes en 2024, des efforts sont faits depuis les dernières années avec la présence de partenaires bilatéraux qui accompagnent les autorités en place, qui sont confrontés toujours à des bandes de criminels et d'assassins non conventionnels, donc d'étrangers, de forces étrangères non conventionnelles, curieusement soutenus par ceux que nous appelons les larbins, les hommes de main, les hommes liges, les vassaux de la puissance dite française, donc de la junte française, qui entretient sur notre sol une armée de vassaux qui ne jure que par la France et qui souhaite que notre pays reste inexorablement et indéfiniment le jardin de la junte française où ils peuvent aller librement faire leurs courses, se servir au détriment de notre peuple. Un peuple qui aujourd'hui, depuis pratiquement le dernier drame, les crimes de 2023, de 2013, pardon, il y a de cela bientôt 11 ans, eh bien, où tous nos villages sont quasiment incendiés, détruits. Les Centrafricains, dans leur propre pays, vivent dans des camps de réfugiés à l'intérieur du pays. Et les forces de défense et de sécurité
centrafricaines sont en permanence mobilisées pour essayer d'assurer la sécurité de cette population. Et en plus de ça, la junte française a frappé notre pays d'un embargo sur les armes depuis maintenant 10 ans, qui court jusqu'au mois de juillet. Pourquoi vous dites junte française? Parce que nous estimons que un clan s'est emparé de la direction de ce pays qu'on appelait la France depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis deux siècles maintenant. Il y a une démocratie en France, il y a des élections. Et cette junte qui a deux ailes, gauche et droite, qui sévit contre son propre peuple, parce que quand on voit dans ce pays-là, ils nous donnent des leçons de démocratie en Afrique, mais ils ne sont pas aussi démocrates que ça. Parce que quand on observe attentivement ce qui se passe dans ce pays, qu'on appelle la France, où les apologistes de ce pays prétendent donner des leçons aux Africains de démocratie, on voit bien que c'est une même équipe qui se succède à la tête du pays depuis des décennies. Depuis des décennies. Mais ce n'est pas tout au-delà justement, au-delà du simulacre des élections qui sont organisées. Il y a des revendications dans ce pays. Il y a des gens qui aspirent à des modifications des institutions pour faire en sorte qu'il y ait une participation réellement démocratique de la population. Bon, ça, c'est des questions internes à la France. Donc, ceci étant, nous considérons pour nous que ceux qui se sont appropriés la direction de leur pays, parce que le mal qu'ils commettent à l'égard de notre peuple, est-ce que ça profite à l'ensemble des peuples français? Nous n'en pensons pas. Nous ne pensons pas. Si on revient à la République centrafricaine, est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes le président d'un parti? Vous êtes dans le camp du président Touadéra, c'est-à-dire gouvernement, ou est-ce que vous êtes dans l'opposition? Eh bien voilà donc une question assez intéressante. Le comité d'action pour la conquête de la démocratie en Centrafrique qui a été mis en place en 2002, bon, ça fait quand même déjà un certain nombre d'années, eh bien, la classe, l'équipe dirigeante aujourd'hui en Centrafrique, nous ne sommes pas en contact avec cette équipe déjà. Parce que pour en faire partie, il faut être en contact avec les responsables, s'entretenir avec eux, discuter avec eux, voir ce qu'on partage ou ce qu'on ne partage pas. Parce qu'il y a des conditions de se retrouver dans une équipe, ce qui n'est pas le cas. Nous considérons que nous ne sommes pas une organisation d'opposition. Pourquoi? Parce que notre pays, depuis pratiquement 20 ans, est un pays occupé. Le peuple centrafricain est en guerre contre des forces étrangères non conventionnelles qui occupent totalement le pays, qui commettent des atrocités, des crimes. Nous avons eu des gouvernants depuis 2003 jusqu'à les dernières années qui se montrent incapables d'assurer la sécurité de la population. Et à ce titre, nous pensons que pour ce qui nous concerne, la priorité, c'est de bouter hors de notre territoire ces forces de nuisance. Une fois que nous serons pour vous, les responsables de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant en République, en Centrafrique, c'est la faute de pays colonisateurs, c'est-à-dire la France. La junte française, effectivement, anime une armée de vassaux centrafricains qui ne jurent que par la France. Cette junte française-là. Nous avons des centrafricains qui ne jurent que par la France. Peu importe ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas leur problème. Tant que les Français sont là, pillent l'uranium, coupent le bois, etc., eh bien, tout va bien. Peu importe que la population n'ait pas d'eau. Justement, les médias français aujourd'hui disent que le groupe Wagner de la Russie est en train de piller la richesse de la République centrafricaine. Alors, il faut d'abord préciser une chose. Quand on parle de pillage, déjà au 19e siècle, qu'est-ce que les Africains ont fait pour que des puissances étrangères quittent l'Europe pour venir pénétrer jusqu'au corps du continent africain chez nous et nous soumettre aux pires atrocités, les déportations,
les mutilations, les viols, la destruction de la nature, l'environnement, le travail forcé, l'esclavage. Qu'est-ce qu'on leur a fait pour mériter tout ça? On n'a rien fait. Et c'est cette jette française-là qui était venue dans notre pays. La guerre du Congo-Wara. Plus d'une centaine de milliers de Centrafricains ont été massacrés. À l'époque, c'était des populations souvent entre la frontière entre le Cameroun et le Tchad et la Centrafrique, qui ont été massacrés par les Français. Les déportations, le portage. Mais tout ça, mais c'était la jette française, des sociétés françaises qui ont commis tous ces crimes. Et nous attendons les réparations. Parce que lorsque l'Allemagne a commis des crimes contre la France, 14, 18 et 39, 45, à chaque fois, on demande à l'Allemagne des réparations. Les Centrafricains attendent des réparations. Parce que toutes les dettes de l'État centrafricain doivent être annulées, transformées en réparation, et la France, la jette française, doit réparer. Et ça, les générations futures centrafricaines auront à l'exiger. Donc, quand on parle de pillage, mais qui a pillé quoi? Mais c'est la jette française. Toutes les sociétés, Bolloré, Orange, Total, mais ce sont des sociétés françaises. Ce ne sont pas des sociétés russes. Hein? Ce ne sont pas des sociétés russes. Les capitaux, les devises qui partent à l'étranger, mais ça ne part pas auprès du trésor russe. Ça va dans la caisse du trésor français. Donc, c'est la France qui pille les richesses. Jusqu'à maintenant, est-ce que ces entreprises sont toujours là? Elles sont toujours là. Ce qui semble préoccuper les uns et les autres, c'est parce que les militaires français qui sont à Bangui ont été obligés de partir. Voilà ce qui les préoccupe. Non contents de piller les richesses du pays, de priver les Centrafricains de tout revenu. Parce que nous avons une dette extérieure qui représente aujourd'hui, sans vous parler, à peu près 42% de notre produit intérieur brut. Et quand on parle de dettes, ces dettes-là sont réaménagées dans un club qu'on appelle le club de Paris, qui est basé à Bercy, où le directeur du Trésor français reçoit les ministres des Finances de nos pays, qui les traitent comme des pires que rien, leur donne des injections et leur dicte la conduite à tenir quant au financement de l'économie de notre pays. Ce n'est pas la Russie. Ce n'est pas la Russie. Et nous pouvons parler justement du comment les Russes se sont retrouvés à Bangui. Justement, comment la République centrafricaine est passée d'une domination française, aujourd'hui on parle d'une domination russe. Comment elle a passé de la France à la Russie? On n'est même pas passé de la France à la Russie. Il n'y a pas de passage. Il n'y a même pas de passage. La France est toujours présente en Centrafrique. Parce que la télécommunication Centrafrique, c'est Orange. La société Orange, que tout le monde connaît en France, elle est présente à Bangui. Il n'y a pas une société télécom Centrafrique? Tout ce qui concerne les affrètements, etc., c'est Bolloré, qui est présent à Bangui, en Centrafrique. Total, qui s'est en retiré, bon, livraison de carburant, etc., les pompes, c'est une société française. Les sociétés qui abattent la nature chez nous, qui coupent les bois, les arbres, etc., c'est les Français. Donc les Français sont présents dans le pays. Et je dis bien que nos finances sont entre les mains de la France. L'endettement de notre pays, c'est entre les mains de la France. C'est la France qui décide de comment est-ce que nous pouvons avoir de l'argent ou ne pas avoir de l'argent. C'est la France qui décide. Ça se décide dans ce qu'ils appellent le Club de Paris, qui est une institution informelle, qui regroupe les créanciers des pays pauvres, dont nous, on dit Djibouti, les pays africains et autres, qui se retrouvent à Bercy, sous le contrôle du directeur français du Trésor français, lequel a en face de lui des ministres qu'il traite comme des pantins, parce que leurs pays sont endettés. Et notre taux d'endettement n'est pas aussi élevé que celui de la France. Donc, vous voyez que nous sommes dans une situation où on nous traite comme pire que rien. On nous manque de respect. Les Français ne nous considèrent même pas. Et ceux d'entre nous qui pensent voir en la France une quelconque, je ne sais pas quoi, maître, quoi que ce soit, mais c'est une attitude criminelle.
Parce que depuis 1914, depuis 1994, jusqu'à ce jour, avec ce qu'ils appellent le plan d'ajustement structurel, qui a été concocté par la France et ses congénères occidentaux, qui a été imposé à notre pays, comme d'autres pays également, eh bien, tous les services publics de notre pays cessent de fonctionner. L'enseignement, la santé, les infrastructures, on ne finance plus cela. À chaque fois que nous avons quelques revenus, on doit l'utiliser pour payer les intérêts de la dette. Ça. Et cette gestion, est-ce qu'elle n'est pas africaine aussi? Est-ce que ce n'est pas la faute des responsables politiques africains? Alors, donc cette gestion, effectivement, il y a une part de responsabilité de la part des responsables africains, dont les nôtres. Parce que il y a ce que nous appelons les dettes odieuses. Lorsque un gouvernement va contracter des dettes pour se couronner, eh bien, ce sont les générations futures qui vont rembourser cette dette. Parce que quand vous contractez une dette, vous allez donc la rembourser sur 15, 20, 30, voilà, 50 ans. Mais d'ici 50 ans, vous n'êtes pas là. Ce sont les générations futures qui vont payer. Les dettes de la Centrafrique aujourd'hui, qui est-ce qui les paye? C'est pas nous. Même pas nos enfants. Ce sont nos petits-enfants qui vont les payer. Qu'est-ce qui nous permet ainsi de compromettre l'avenir de nos enfants en contractant des dettes? Or, les dettes en question, il faut voir l'historique des dettes. Parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, que nous, en tant que dirigeants de notre pays, que nous disons la vérité à notre population. Pour leur dire, ce qui nous empêche de nous développer, c'est quoi? Parce que les gens ne comprennent pas qu'il n'y ait pas des investissements dans le pays. Les gens ne comprennent pas qu'on ne puisse pas développer les infrastructures. Les gens ne comprennent pas qu'on ne puisse pas financer les écoles, les dispensaires, les santé, etc., qu'on puisse construire les routes. Mais c'est parce que l'argent est confisqué par un dispositif qu'on appelle dispositif dette. Et les puissances occidentales, dont la France, sont derrière, tiennent cela avec des institutions, comment j'appelle, des institutions qui maintiennent nos pays, et la Centrafrique en fait partie, sous le joug de la dette, qui sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ces deux institutions qui ont été créées en 1944, qui aujourd'hui ont 80 ans, bien sûr, d'ici le mois de juillet, puisque c'est au mois de juillet 1944 que ces deux institutions ont été créées, eh bien, qui ont pour mission de maintenir nos pays dans la soumission à l'ordre économique occidental, dont la France s'en réjouit. Et parce que leur objectif, c'est quoi? C'est d'empêcher nos pays de se développer. D'empêcher nos pays de se développer. On nous oblige à exporter des matières premières, à exporter le bois. Est-ce que ce n'est pas par manque de création, de transformation chez nous une obligation de leur part? Eh bien, il faut savoir que déjà, dès le départ, l'objectif c'est quoi? Lorsque, en 1944, ils ont créé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Mais ce n'était pas dans le but. D'abord, le Fonds monétaire international, sa mission c'est quoi? C'est une question de taux d'intérêt. C'est-à-dire que les taux d'intérêt des pays qui avaient des monnaies qui évoluent, etc., ne puissent pas être trop élevés. Et la Banque mondiale, son nom signifie la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD, en abrégé, Banque mondiale. Cette banque a pour mission de prêter de l'argent à des pays pour qu'ils puissent se développer. Mais en réalité, pendant les 15 premières années, la Banque mondiale ne prête pas d'argent aux gens. Aujourd'hui, on le voit. La Banque mondiale n'a jamais aidé un pays dit pauvre à se développer. Que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, sauf le cas de Taïwan, où les États-Unis sont intervenus pour, dans leur guerre contre la Chine, pour créer un îlot face à la Chine. Mais en dehors de cela, vous verrez que lorsqu'on va étudier de manière approfondie ces dispositifs, dans lesquels la banque se comporte comme un poisson dans l'eau, puisque la France concentre dans sa caisse, auprès de son trésor, toutes nos devises. Et si on compare aujourd'hui l'Asie à l'Afrique, l'Asie aussi, elle était dans ces conditions difficiles au départ. Mais pourtant, aujourd'hui, l'Asie s'est développée.
Alors que l'Afrique, elle est toujours au même point. Est-ce que c'est pas facile aujourd'hui de dire la responsabilité de nos échecs, c'est l'Occident? Est-ce que c'est pas... La responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée en ce sens que nous avons ce que nous appelons des vassaux, des hommes liges, des larbins. Parce que l'Occident entretient dans notre pays toute une armée de larbins. Donc le larbinisme, c'est... Mais ce n'est pas la population dans une situation démocratique d'échanger les gens que vous dites des larbins et déplacer les hommes qu'elle veut. Donc il faut plus de démocratie en Afrique. Alors, il faut savoir une chose. Il y a eu des soulèvements dans certains pays africains. Mais il faut savoir que avec quelle réaction ces vassaux de l'Occident réagissent. Ils répriment sans ménagement les populations. Et ils utilisent la corruption. Parce qu'il y a une deuxième arme qui est la corruption. Une arme redoutable où les élites sont totalement corrompues. Où les gens ne pensent qu'à leurs intérêts égoïstes. Donc les administrations sont gangrénées par ce phénomène-là. Vous arrivez à Bangui, tout copec qui doit tomber dans une caisse de l'État, eh bien automatiquement ça tombe entre les mains de quelqu'un. Au point que les caisses de l'État sont vides. Depuis des décennies. Parce que quand on nous prend l'argent, bon, on laisse un tout petit peu. Le peu qui arrive chez nous, mais le peu là n'arrive pas à destination. Le peu qui reste est intercepté par les agents qui sont là. Les agents en tous bords. Il n'y a pas dans nos pays, et particulièrement chez nous, de distinction entre l'ordonnateur et le comptable. L'ordonnateur qui donne l'ordre de décaissement, de financement. Le comptable, c'est lui qui sort l'argent pour payer. Mais pour cela, on fait un plan d'investissement, d'infrastructure. On présente la facture. Et on donne l'ordre au comptable de régler la note. Mais c'est pas ce qui se passe chez nous. Tout le monde est en même temps ordonnateur et comptable. Quand il y a de l'argent, chacun se sert. Donc c'est une mauvaise gestion de la part des pays africains, des dirigeants des pays africains. C'est ça leur part de responsabilité. C'est-à-dire que le peu qui leur reste, qui aurait dû leur permettre d'investir dans certains secteurs, eh bien, ça va dans leur poche. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ça, ils achètent, ils importent des produits de l'étranger. Ce qu'en Amérique latine, on appelle des compradores. La bourgeoisie comprador. Le comprador signifie acheteur. Hein? Donc, ils passent leur temps à acheter des biens de consommation avec l'argent qu'ils volent dans les caisses de l'État. Ils achètent des véhicules. Ils achètent des biens considérables. Ils équipent leurs villas. Ils achètent des groupes électrogènes au lieu d'électrifier le pays. Et ils sont bien, pendant que la grande majorité de la population croupit dans une misère indescriptible. Voilà tout ce qui se passe. Mais l'Occident joue avec cela. Parce que ces détournements de fonds, mais il y a des agents des administrations occidentales qui en sont complices. Qui en sont complices. Parce qu'ils tirent aussi leur épingle du jeu. Ils se partagent ce qui reste. Lorsque vous avez, par exemple, 100 francs qui doivent aller, par exemple, pour la quête d'un État, ben, l'État perçoit 40 francs. Les 60 francs restants, les 60% restants vont se volatiliser. Mais sur les 40% qui doivent aller chez nous, les 40%, eh bien, les agents de l'État vont prendre les 10%. Les 10% restants vont être partagés entre quelques agents des administrations occidentales qui aussi sont complices. Et ça va atterrir sur des comptes à l'étranger. Et c'est ainsi que nous avons des concitoyens qui sont propriétaires de villas, d'appartements, dans des immeubles à la Défense à Paris, en région parisienne. Ils achètent des villas, alors que sur place chez eux, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de route bitumée, il n'y a rien. Et ils voyagent en permanence en première classe et atterrissent dans des hôtels 5 étoiles. Alors justement, là, vous décrivez la mauvaise gestion des dirigeants africains. Et, on va dire, de l'autre côté, ceux qui soutiennent ces dirigeants. Mais faut-il passer d'un maître, la France, qui était, à un autre maître, qui est aussi la Russie? Alors,
la question passée de l'Occident à l'Orient, non, enfin, à la Russie, ça c'est le discours des organes de propagande occidentale qui considèrent que, ben oui, lorsque des peuples aspirent à une liberté, parce que la liberté consiste à choisir ses amis, c'est la moindre des choses. La démocratie pour nous c'est quoi? Ce sont deux principes, la liberté et la justice, l'égalité. Donc, des peuples, donc des gouvernants, à un moment donné, s'affranchissent de la mainmise de ceux qui considèrent que nos pays leur appartiennent. Car ils vont jusqu'à nous dicter la diplomatie, à nous dicter nos relations diplomatiques. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les États virtuels qu'ils ont mis en place dans les années 60, c'est pour nous obliger, à l'Assemblée générale des Nations Unies, à leur accorder la majorité automatique, en votant dans la même direction qu'eux. Et ceci va durer jusqu'à pratiquement dans les années 80-90. Mais aujourd'hui, les pays africains, eh bien, certains commencent à exprimer une velléité de liberté, à s'exprimer librement. C'est dans ce cadre-là, pour ce qui concerne le cas de la République centrafricaine, on nous parle de passer de la domination française à la domination russe. Ce qui est totalement faux. Je viens de démontrer que les Français ont toujours la main mise sur notre pays, puisque nous n'avons aucune liberté sur le plan économique. Et c'est l'économique qui détermine le politique. Et tant qu'ils tiennent l'économique, eh bien, ils nous tiennent. Parce qu'il faudra à un moment donné qu'on règle ce problème avec eux. Et c'est en cela que je dis qu'ils nous doivent des réparations. Et que nous aurons l'opportunité d'en discuter avec eux. Ça, il faudrait qu'ils s'attendent à ce que ces réparations-là nous soient réglées. Parce que c'est eux qui nous doivent. On ne leur doit rien. Mais pour l'instant, ils sont en train de nous pressurer. Donc, maintenant, nos relations avec la Russie, nous avons toujours eu des relations avec la Russie. À l'époque, c'était l'Union soviétique. Ils avaient une grande ambassade à Bangui. Ils n'ont jamais quitté notre pays. Que s'est-il passé? La France nous frappe d'un embargo sur les armes, je l'ai dit. Et, en 2016, la France, après avoir saisi des armes entre les mains des Chebab en Somalie, au large notamment dans la mer Rouge, veut nous vendre ces armes-là. Alors qu'il y a un embargo. Alors que nous sommes sous embargo. Et bien, la Russie, au Conseil de sécurité, s'y était opposée. Il dit, ben non, écoutez, mais vous, Français, c'est vous qui avez frappé d'embargo ce pays. Mais comment vous voulez leur vendre des armes? Eh bien, la France vient nous voir et nous dit d'aller voir avec les Russes si les Russes, quand je dis nous, ça dit que c'est le président Touadéra. Donc la France vient voir le président Touadéra pour dire, écoute, va voir avec les Russes si les Russes pourraient modérer leur position, ça nous permettra de vous vendre les armes en question. Et c'est ainsi qu'on est allé en Russie. Dire aux Russes, écoutez, notre pays rencontre des difficultés, car nous sommes envahis par des forces étrangères non conventionnelles, des criminels et assassins en tous bords, qui sillonnent notre pays et qui massacrent notre population. Donc, et les Russes, M. Lavrov, à Sochi, a reçu le président Touadéra, ensuite le président Poutine. Et c'est là que les Russes nous ont dit, écoutez, nous comprenons votre situation. Mais le problème, c'est que vous êtes sous embargo. Ce que nous, Russes, nous pourrons faire, nous pouvons vous fournir des armes dans le cadre des relations bilatérales entre votre pays et nous. Nous ne nous les vendons pas. Nous vous faisons un don d'armes et d'équipements agricoles. Et nous mettons à votre disposition des formateurs. Parce que la Russie ne nous a pas livré que des armes. La Russie nous a fait un don de matériel agricole. 2016-2017. Et les Russes sont venus à Bangui former nos soldats. Or, la France, avec ses acolytes de l'Union européenne, disent qu'ils vont nous former une centaine de soldats tous les ans. Alors que nous avons besoin de 15 000 soldats. Et si on fait le calcul, au bout de 20 ans, on n'aura pas une armée. Et ça plaisait à la France comme ça, de nous voir comme ça, sans armée, sans institutions de sécurité, etc. Les Russes arrivent, eh bien, ils ont commencé à former nos forces de sécurité et de défense.
La presse française va sortir et dire, ah ben oui, les Russes sont là, qu'ils pillent des richesses. La Russie n'a pas besoin de l'uranium centrafricain. La Russie n'a même pas besoin du pétrole centrafricain. La Russie n'a pas besoin de couper du bois en Centrafrique. La Russie n'a pas besoin de nourriture de sous-sol. Elle n'a pas besoin. À la rigueur. Mais vous payez quoi avec les armes ou le matériel agricole? Alors, il faut, dans le cadre de la coopération que nous entretenons avec les pays, même les Français, il leur arrivait de faire des dons à des pays occidentaux de faire des dons de matériel scolaire ou sanitaire, etc. Eh bien, c'est ce qu'ont fait les Russes. Les Russes, non seulement, ils nous ont livré du matériel agricole, mais ils nous ont fait don d'armement. Parce qu'ils trouvent que nous sommes dans le besoin. Hein? Et ils ont mis à disposition des éléments pour nous former. De la même manière où l'Union soviétique, à l'époque, a formé des milliers de cadres africains. Est-ce que l'Union soviétique, à l'époque, demandait quelque chose en échange? La réponse, c'est non. Et dans la même logique aujourd'hui, la Russie, dans sa logique, continue à aider des pays africains à se libérer de la servitude, hein, de l'ignominie, de la domination méprisable dans laquelle elle est maintenue par l'Occident. Parce que la Russie elle-même, elle s'est trouvée confrontée à ce genre d'agression de la part de l'Occident. Déjà en 1917-1922. Et les Russes ont ça dans leur tête. Ils n'ont pas oublié. Donc il faut qu'ils aident les peuples à se libérer. Donc, et c'est ainsi que, on a vu à un moment donné, eh bien, les Russes sont là. Donc ces richesses-là, nos richesses en question, la Russie a toutes ces richesses sur elle. La Russie, c'est un continent. Où il dispose de toutes les richesses. Et l'Occident regarde les richesses de la Russie avec envie. Avec envie. Depuis 1922, ça fait plus d'un siècle, l'Occident est préoccupé par la richesse de la Russie. Il faut envahir ce pays-là. Il faut le détruire, le couper en petits morceaux pour aller exploiter ses richesses. Donc, mais la Russie, ce n'est pas un exemple de la démocratie pour l'Afrique. C'est pas l'aspect politique. C'est pas l'aspect politique. Et puis la France non plus n'est pas un exemple de démocratie de l'Amérique. Ce ne sont pas des pays démocratiques non plus. Parce que comment vous pouvez imaginer que des pays qui se disent démocratiques, il n'y a que deux partis politiques pour les États-Unis. Et que ce sont souvent les mêmes qu'on voit à la tête du pays. Mais il y a des premières aux États-Unis. Oui, mais c'est deux partis politiques. Oui, mais des partis politiques. Un pays aussi grand que ça, avec toute une multiplicité de populations, eh bien, quand on non, leur modèle dit démocratique, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. D'abord, ça ne règle aucun problème, ils sont dans la misère. Bon, maintenant pour la France, pareil, leur modèle, les Africains n'en ont pas besoin, parce qu'il appartient aux Africains, d'abord, de se construire des États, de retrouver la sécurité, la sérénité, et de définir le mode de gestion politique de leur société. Ça, nous en sommes capables. Nous en sommes capables. Nous organiser à notre manière. Et on a des leçons à recevoir de la part de personne. Puisque dans ces pays occidentaux, que ce soit en Europe ou ailleurs, eh bien, ce n'est pas le paradis non plus, d'un point de vue démocratique. Mais il y a des institutions, il y a des élections, il y a des changements des classes dirigeantes. Là, en Afrique, ce n'est pas le cas. Il y a une classe, la même, qui se relaie, même si elle a une branche gauche et droite, c'est la même classe. Eh bien, quand on voit très bien, quand vous regardez au Parlement français, que vous regardez depuis plusieurs décennies, c'est la même caste qui se relaie. C'est la même caste qui se relaie. Voilà. C'est ce que nous appelons une junte. C'est ce que nous appelons une junte. Et que ça leur plaise ou non, oui, c'est une junte. Et ils n'ont pas de leçons à nous donner. Alors, en Afrique, donc, quel est aujourd'hui le mode politique qu'il faut en avoir? Si vous dites que la démocratie à l'occidental, c'est pas, on va dire, la meilleure pour l'Afrique, quel est le mode de politique, le mode de gouvernement qu'il faut avoir en Afrique? Alors, dans un pays donné, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, on nous a plaqué le modèle occidental de présidentialisme, de régime de semi-présidentiel, etc. Où on en place au moment
un président. Autrement dit, on bascule vers une sorte de monarchie totalement ridicule, ce qu'on entend par empire, etc. Et c'est ce que ces Africains. Parce qu'il faut savoir que dans les sociétés africaines traditionnelles, c'était des mini-États. Parce que l'État est né en Afrique. L'État est né en Afrique. Nous avions des institutions. Parce que des institutions qui fonctionnaient sur le modèle de la coopération, pas de la compétition. Parce que la compétition, ça engendre des affrontements. Parfois, souvent inutiles. Inutiles. Donc, il faut définir le cadre d'institutions de coopération où on met en place des services dits publics, qu'on appelle des institutions, dans différents domaines, et on permet ainsi à chaque communauté, dans telle localité, de gérer ces institutions-là. Et les représentants des différentes collectivités vont avoir d'abord le pouvoir, soit de désigner une sorte une équipe qui va diriger l'affaire nationale. On va envoyer des représentants à l'extérieur, comme pour ce qui concerne la diplomatie, par exemple. Et tout doit se faire de manière... Donc aujourd'hui, vous dites la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est une démocratie occidentale, elle n'est pas africaine, c'est pas universelle. Mais non, elle n'est pas universelle non plus, parce qu'elle n'a pas toujours existé. Elle n'a pas toujours été comme ça. Parce que cette démocratie-là, parce qu'il faut savoir que... Et puis d'abord, je suis persuadé que la démocratie occidentale n'est pas éternelle. Elle n'est pas définitive. Et ça fonctionne pourtant dans des pays africains. Cette démocratie occidentale, si on prend l'exemple de Botswana, l'exemple de la Namibie, il y a d'autres pays, à part les pays francophones, ça fonctionne dans les pays anglophones. Il se trouve que ce modèle de dite qui dit démocratie entre guillemets, selon moi, démocratie entre guillemets, parce que ce n'est pas totalement démocratique. Il y a toujours des failles. Parce que quand on analyse en profondeur, on verra que ce n'est pas tout à fait démocratique. Parce qu'il y a des éléments qui manquent. Mais ce système-là, je ne dirais pas qu'il faut l'améliorer ou le perfectionner. Ce n'est pas notre système à nous. Nous sommes suffisamment outillés pour d'abord commencer, parce qu'il faut d'abord se débarrasser de l'esprit, de la velléité de compétition, de la concurrence, des affrontements. Il faut se débarrasser de cela. Il faut revertir l'outil de la construction, de la coopération. Parce que quand vous êtes les éléments d'une même famille, vous collaborez. Vous coopérez entre vous, vous collaborez. Mais au lieu plutôt que de voir en un membre de la communauté un ennemi, ou de chercher à dépasser celui-ci ou celle-là en créant une situation de compétition inutile. C'est parce que l'Occident, qu'est-ce qu'il veut? Le système, c'est quoi? Mais il parle notamment donc de la concurrence libre et non faussée. Concurrence libre et non faussée. Et il parle du libéralisme. Le libéralisme, c'est quoi? C'est la liberté d'opprimer. C'est la liberté de nuire. Parce que, bon, je vais entreprendre. Je vais créer des dégâts, eh bien, donc c'est ça le libéralisme. Il ne faudrait pas qu'on puisse vraiment ralentir ou qu'il n'y ait pas d'obstacle à ce que je vais entreprendre, etc. Mais tout cela, cette liberté-là, ben, ça crée des injustices. Ça crée des injustices. On dit que la liberté s'arrête là où commence l'autre. Ça abandonne, ça laisse sur le trottoir les plus faibles, les plus démunis. Et puis les plus malins tirent leur épingle du jeu. Donc, et c'est en cela que les riches s'accaparent toutes les richesses, vont le placer dans des paradis fiscaux, refusent de payer les impôts, et les pays occidentaux, un pays comme la France, le tout l'endettement de la France, ça dépasse vraiment l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Les richesses nationales de la France, dans ce pays-là, les richesses nationales se trouvent entre les mains d'une minorité, d'une poignée d'individus, des multimilliardaires, des millionnaires. Et ce pays-là, ce n'est pas le paradis non plus. Parce que nous avons des clochards qui ont baptisé SDF, en voulant changer le nom pour cacher la misère. Tout ça aux États-Unis. Mais il y a des miséreux qu'on cache. Qu'on doit pas. Il y a des gens qui ne trouvent pas de logement, qui dorment au dehors. Il y a des familles entières dans ce pays. Quand on analyse, on va se retrouver avec une misère cachée. L'Occident cache sa misère. L'Occident n'est pas le paradis. Il y a ce qu'on nous montre. Mais quand on va en profondeur,
un système qui n'est pas capable de répondre aux besoins de la totalité de la population n'est pas bon. Il faut le dépasser. Donc vous préconisez le communisme, on retourne au communisme. Non, c'est pas forcément le communisme. Et puis parce que le communisme et le libéralisme sont les deux revers d'une même médaille. C'est le communisme, en tout cas, c'est une invention occidentale. C'est pas les pays africains qui ont créé le communisme. C'est l'Occident qui a créé le communisme est né à partir de l'expérience de la Commune de Paris. En 1870, il y a eu l'expérience de la Commune de Paris qui a été matée dans le sang. 100 000 Parisiens ont été massacrés, enterrés au cimetière de Père-Lachaise, parce qu'ils ont voulu expérimenter la gestion directe de ce qu'ils appellent la Commune de Paris. À partir de là, les idéologues ont créé un système qu'ils appellent, sur l'expérience de ça, ils ont créé ce qu'on appelle le communisme à partir de cette expérience de la Commune de Paris. Donc c'est pas l'Afrique qui a créé ça. Et ce système-là va s'expérimenter en Russie en 1905, 1917, au cours de la Révolution. Et ça va se développer. Si on revient à la République centrafricaine et en Afrique, vous êtes présenté, vous vouliez présenter à la présidentielle en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes retiré? Alors, nous étions à Bangui 2013, 2014, 2015. Bon, on n'a pas réussi à nous faire entendre. Je n'ai pas réussi à me faire entendre. J'ai fait comprendre aux uns et aux autres que les conditions à l'époque, en 2016, n'étaient pas réunies pour de bonnes élections. Parce que notre pays avait été envahi, détruit, dévasté. On prétend que les envahisseurs étaient neutralisés. Ce qui était totalement faux. Puisqu'on le voit aujourd'hui, ils continuent de manière sporadique à commettre des crimes, les mêmes, qui 2003, 2013, 2016 étaient là. Donc, pour aller à des élections, à une élection, il faut avoir l'opportunité de circuler librement sur l'ensemble du territoire national, au même titre que n'importe qui. On pouvait le faire jusqu'en 1980-90. Et à partir de 1990, notre pays était complètement investi par des forces nuisibles. Donc 2016, les conditions n'y étaient pas. Et on a pu voir qu'en 2021, eh bien, la France qui voulait renverser le gouvernement en place a fait envahir le pays par ces mêmes forces de nuisance, eh bien, a créé l'instabilité, le désordre. Heureusement que l'entreprise française n'a pas abouti et le gouvernement actuel a pu résister. Et puis d'ailleurs, grâce à la présence des éléments russes qui ont formé les forces de sécurité centrafricaines, qui ont pu ainsi repousser ces forces étrangères non conventionnelles soutenues par quelques Centrafricains égarés. Justement, si on reste encore dans le chapitre des élections, en décembre 2025, il y aura la prochaine élection présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que les conditions sont réunies pour que vous participiez à cette élection? Eh bien, beaucoup de monde me pousse pour aller vers les élections. Parce que l'élection, oui, nous sommes dans le système occidental, malheureusement, qui est comme ça. Mais j'estime que ça fait des années que je m'adresse à mes compatriotes pour leur dire il faudrait qu'ils s'assument. Parce que aller à une élection, ce n'est pas une aventure individuelle. Il faudrait qu'une dynamique se crée. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à ces événements? Ma démarche vise à susciter l'émergence en Centrafrique d'une nouvelle catégorie de femmes et d'hommes politiques dans le pays. D'individus, femmes et hommes, qui sont totalement différents de ce que le pays a connu jusqu'ici. Qui ne soient pas ces larbins, qui ne soient pas ces hommes liges, ces vassaux de l'Occident, qui ne jurent que par l'Occident. De vrais patriotes, complètement désintéressés, débarrassés du virus de la corruption, et qui seraient disposés à construire un État dans notre pays.
et que ces gens aient le courage de se mobiliser, de se rassembler. Donc c'est en cela que, lorsque je pose l'acte, c'est dans l'espoir de créer cette dynamique. Et c'est en cela que je m'adresse aux unes et aux uns, pour leur dire, mais oui, l'Afrique regorge de potentialités humaines, hein, d'individus, femmes et hommes, capables de faire des choses. Mais il faudrait qu'ils aient le courage de se manifester, de sortir de leurs réserves, de s'engager dans des structures. Et c'est ainsi qu'en 2022, nous avons créé le Comité d'action pour la conquête de la démocratie en Centrafrique, qui a pour ambition de regrouper toutes celles et tous ceux qui voudraient apporter une véritable alternative en vue de doter notre pays d'un État véritable, pour permettre ainsi à notre population et aux générations futures de retrouver véritablement la liberté et la justice. Justement, pour la question de la liberté, vous avez, on a posé la question sur est-ce que la République centrafricaine serait une des premières bases de la Russie. Si vous arrivez au pouvoir ou vous êtes proche du pouvoir, est-ce que vous aurez accepté que la Russie installe une base en République démocratique en République centrafricaine ou qu'une autre puissance installe une base en République centrafricaine? Alors, et justement, pour compléter à ma question, faut-il que les pays africains acceptent qu'on installe des bases militaires des puissances étrangères? Eh bien, le bon sens voudrait qu'il n'y ait plus de bases étrangères dans nos pays. Ça, c'est le bon sens. C'est le principe. Ce n'est pas normal qu'un pays qui aspire à la souveraineté, à l'autonomie, puisse entretenir sur son sol une base militaire étrangère, même venant d'un ami. Ça, c'est le principe. Par contre, il faut voir que les pays d'Afrique noire, essentiellement, et uniquement les pays d'Afrique noire, francophones, dit francophones, les pays d'Afrique noire... Justement, parce qu'on fait souvent un faux procès à l'Afrique entière, alors qu'il y a de l'Afrique qui s'en sort. Sous occupation française, parce que je ne suis pas un francophone, je suis centrafricain, je suis centrafricain, donc je suis d'un pays qui a été agressé, attaqué et occupé par une puissance étrangère. Donc ce sont des pays africains sous occupation française. Ce sont les Français qui les taxent de francophones. Ce n'est pas à nous d'accepter ce terme. Nous ne sommes pas des francophones. Moi, je suis centrafricain. Je suis un centrafricain, je suis Banda, je suis Yakoma, je suis Ali, Gbaya, parce que nous avons une nation chez nous avec des langues. Nous avons une langue nationale qui est le Sango. Hein? Nous avons des langues, je parle de Banda, je parle de Banziri, je suis Dagba, je suis Gbaya, je suis Sara, Kaba. Et donc, je n'ai pas à me dire francophone. Je peux parler français, ou je peux parler anglais, je peux parler l'arabe, ou le chinois, ou l'espagnol. Donc pour moi, le français est un outil de communication. C'est exactement comme si je prenais une voiture française pour me déplacer, ou je prenais une voiture japonaise, ou américaine, hein, pour me déplacer. C'est tout. Alors, il faudrait que les propagandistes français, qui gardent leur terme de francophone pour eux, chez eux, ils ont créé une agence de francophonie. Eh bien, ceux qui sont dans cette agence-là, qui se prennent pour des francophones, ça n'engage qu'eux. Par contre, nos pays font l'objet d'occupation par la France. Et souvent, ils mettent en avant le côté militaire pour cacher le reste. Je viens de le décrire. Parce que l'aspect militaire, c'est vraiment pas grand-chose. Hein? C'est rien du tout. Ce qui nous fait énormément du mal, c'est le côté économique. Et ça, nos populations ne s'en rendent pas compte. Les populations ne voient rien du tout. Parce que moi, pas seulement un Ndiago, aujourd'hui président de la République centrafricaine, mais il faut que j'aborde la question économique. La situation économique de mon pays.
que j'en discute avec les intéressés, avec la Banque mondiale, avec le Fonds international, le Fonds monétaire international, avec les institutions qui tiennent les dettes. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le président Touadéra d'engager ces discussions que vous dites? Bon, je ne suis pas avec lui. Bon, je ne suis pas avec lui, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en... bon, je ne veux pas... je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il empêche. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il ne le fait pas? Bon, pour le moment, je sais qu'il se retrouve avec le représentant pays, parce que la Banque mondiale a ce qu'ils appellent les représentants pays de chaque région, qui discutent avec le gouvernement de nos pays. Mais ce que nous savons, c'est que la Banque mondiale impose littéralement à nos pays des solutions qui ne vont jamais dans le bon sens. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Donc, là-dessus, il appartient aux gouvernants africains en général, hein, parce qu'il n'y a pas d'un seul gouvernement africain qui échappe. Hein. Quand tu prends par exemple de mémoire la dette du Congo, notre pays voisin, le voisin, c'est à 93% de leur produit intérieur brut. Nous, en Centrafrique, c'est 42%, notre produit intérieur brut. Et puis le principe même du produit intérieur brut qu'il faut d'abord revoir, car ce n'est pas un critère objectif qui définit la situation économique d'un pays. Donc tout cela, nous aurons l'occasion, le moment venu, de prendre les mesures qu'il faut. Et surtout, d'en parler avec les uns et les autres. Mais c'est une question qui doit être abordée de manière quelque peu collective. Ça doit être abordé au niveau de la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, la CEMAC. Et dans le cadre de la Banque des États d'Afrique centrale, la BEAC, et les États d'Afrique centrale, donc tout, parce qu'on ne peut pas le faire comme ça individuellement. Donc il faut à un moment donné, concertation, discutons de manière locale, donc sous-régionale, pour essayer de trouver des solutions quelque peu communes. Et ça, on peut y arriver. Il y a des possibilités. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique sous domination française, certes, elle a le ventre mou du continent, mais l'Afrique centrale est la plus attardée de ce ventre mou-là, de cet ensemble occupé par la France. C'est l'Afrique centrale la plus arriérée en ce moment. Donc nous avons des problèmes. Et cette question des militaires, ça, c'est secondaire. Et là, je réponds à la question, est-ce qu'il faille maintenir? Oui, nous avons les Russes qui sont arrivés chez nous, en Centrafrique. Ils ont fait un travail. Ils accompagnent nos soldats. Ils font ce qu'il faut. Mais à un moment donné, ils ne vont pas se balader partout. Il faut bien qu'ils soient stationnés quelque part. Ce que d'aucuns appellent base, moi j'appelle ça le stationnement, le regroupement des éléments russes. Ils sont à proximité de Bangui, hein, là où ils s'installent, là où ils peuvent former des soldats, où ils peuvent se déployer, parce qu'en permanence, surtout aux frontières avec le Tchad et le Soudan, où la France s'est déplacée du Niger, enfin les forces armées françaises se sont déplacées du Niger au Tchad, et ils ont choisi de s'installer à la frontière centrafricaine, centrafricano-tchadienne. Au lieu de s'installer du côté de la frontière entre le Niger et le Tchad, eh bien, ils sont installés à la frontière entre le Tchad et la Centrafrique. Et curieusement, c'est du Tchad que nous subissons en permanence des agressions venant de ce pays-là. Nous arrivons au terme de notre entretien, de notre émission ce soir. Quel est votre dernier mot ou qu'est-ce que vous voulez passer comme message, Passema Ondiego? À toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à travers le continent, nos frères africains, nos sœurs africaines, l'humanité entre dans une ère nouvelle. Parce que l'humanité, le monde évolue. On ne peut pas revenir en arrière. L'Afrique noire est le quartier du monde le plus pauvre aujourd'hui et le plus attardé. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Nous avons droit à l'électrification. Nous avons droit à l'adduction d'eau. Nous avons droit à des infrastructures modernes, de soins, d'éducation, d'enseignement, etc. Or, il se trouve que
l'absence de dispositifs d'enseignement et comme la nature a horreur du vide, est aujourd'hui occupée par des charlatans en tout genre qui manipulent ainsi les populations africaines, les entraînant dans l'aliénation religieuse, les éloignant de tout ce qui pourrait leur permettre de concevoir quoi que ce soit pour améliorer leurs conditions matérielles d'existence. Il faudrait que les uns et les unes se ressaisissent et aient de l'espoir et aient confiance en eux et se dire il appartient à nous, il appartient aux Africains et à eux seuls de se prendre en charge. Les solutions de nos problèmes nous appartiennent. Quelles que soient les relations que nous avons avec qui que ce soit, eh bien, il n'appartient qu'à nous de concevoir, d'élaborer les solutions qui nous permettront de sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Jamais et au grand jamais, aucune puissance extérieure dans ce monde-là ne viendra aider les peuples noirs d'Afrique à s'en sortir. Jamais. Merci Bassema Ondiago d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent dans l'émission Œil du continent, dans l'ensemble du continent africain. Merci encore et à une prochaine émission Œil du continent.